Depuis des centaines d'années, des hommes, des femmes s'engagent aux côtés de ceux qui veulent découvrir, transformer ou changer le monde. Que serait devenu Christophe Colomb, Molière ou le Caravage sans ces quelques hommes de pouvoir et d'argent qui s'engagent financièrement à leur côté? Depuis, ce sont des centaines d'hommes et de femmes, d'entreprises, de fondations qui chaque jour soutiennent ceux qui font. On les appelle les mécènes. Mais qui sont-ils ? Que font-ils et pourquoi s'engagent-ils ? C'est ce que la Fondation territoriale de Loire-Atlantique et moi-même, nous avons voulu découvrir en explorant ce monde riche et méconnu du mécénat. Je m'appelle Patrick Longchamp, bienvenue dans Simple comme mécène. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier et donc nouveau rendez-vous de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique où nous allons dans nos premiers épisodes parler du mécénat et des différentes formes qu'il peut prendre. Pour cela, nous allons partir à la rencontre d'hommes, de femmes qui, selon toute probabilité, ne se seraient jamais rencontrés si en 2015, l'ONU n'avait mis en place et mis en valeur dans ses 17 objectifs du développement durable, l'ODD 17 qui invite et qui nous invite à créer des alliances, des partenariats entre monde de l'entreprise, monde associatif, monde institutionnel et politique. Une rencontre qui n'aurait jamais eu lieu aussi sans l'émergence de la RSE, la responsabilité sociale et économique et environnementale, j'aime bien le RS2E plutôt, dans les politiques stratégiques des entreprises. Bref, vous l'aurez compris, nous allons faire dialoguer des hommes, des femmes engagés qui mettent tant de cœur à rendre des choses ordinaires extraordinaires. Et dans ce premier épisode, nous allons évoquer avec nos deux invités le mécénat financier. Pour cela, je suis très heureux de recevoir Tina Cerruti, responsable de l'antenne Parrain par 1000 de Loire-Atlantique. Bonjour Tina. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un petit bonjour timide, ça. Hein, et il ne faut pas avoir peur du micro, hein, Tina. Ça va aller. Ça va aller. D'ici quelques minutes, ce sera votre meilleur ami. Et puis, en face de vous, Gilles Delarose, fondateur de la crèche Happy Babies. Bonjour Gilles. Bonjour Patrick. Merci beaucoup donc, d'être avec nous. Très, très rapidement, Tina, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Parrain par 1000 ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette association et qu'est-ce qu'elle permet et qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi son objet associatif ? Alors, l'objectif de Parrain par 1000, c'est de proposer à des enfants et des jeunes majeurs, donc de 3 à 25 ans maintenant, un parrainage, donc c'est-à-dire une personne ressource qui va être en filigrane de l'évolution du jeune, avec un engagement pour commencer d'1 an et qui permet donc une ouverture vers le monde, d'acquérir davantage de confiance en soi et en l'avenir également. Gilles Delarose, en quelques mots, vous êtes dirigeant d'une société qui s'appelle Happy Babies. Ce sont des crèches d'entreprises, mais qui ont une singularité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Nous essayons d'avoir un projet global. Ça veut dire que nous cherchons l'épanouissement des enfants que nous accueillons, mais aussi de leurs parents, des professionnels qui s'occupent des enfants, et enfin du territoire où on s'implante. Et du coup, ça nous amène tous les jours à chercher des petites innovations, aussi bien pour l'épanouissement des enfants que pour celui du territoire où on est installé. Alors, on est là pour parler mécénat. Si vous êtes là tous les deux, c'est que vous avez une relation mécénique. Je ne sais pas si... on va faire du néologisme, mais une relation qui est liée justement à une rencontre. Le mécénat qui est entre Happy Babies et Parrain par 1000 est un mécénat financier. Avant de parler de la mise en place de ce mécénat, est-ce que vous vous souvenez, Tina, Gilles, de la première fois où vous vous êtes rencontrés et puis du jour où vous avez dealé ? Tina Oui, tout à fait. Mais c'était en octobre l'année dernière, donc 2021. Donc c'était assez surprenant. Ouais. Donc j'étais dans l'accueil de Parrain par 1000 à former une nouvelle collaboratrice quand Gilles est rentré, il est arrivé en me demandant de présenter ce qu'était Parrain par 1000 et à l'issue de cette conversation, il a dit d'accord, vous pouvez m'envoyer votre RIB. Donc là, ça a été assez surprenant. C'est vrai que je ne le connaissais pas auparavant, donc c'était très surprenant. Ouais. Et bon, après, on a été rassurés par les... C'est exactement comme ça. Mais alors, comment vous êtes arrivés ? Vous faisiez un peu comme avant à Nantes, quand les marins arrivaient, ils faisaient le tour des agences d'intérim quai de la Fosse pour trouver un emploi. Vous faisiez le tour des associations, vous frappiez, puis si ça vous convenait, vous demandiez qu'on envoie un RIB. Gilles, racontez-nous un peu cette première rencontre, parce que c'est quand même assez surprenant. Hein. J'arrive, donnez-moi... Non, pour ceux qui me connaissent, en fait, c'était
logique, mais c'est normal. Tina, elle a vu que la fin du processus. Le début du processus, c'est que quand la fondation Break Poverty est arrivée à Nantes, moi j'ai été assisté en 2018 par là aux réunions de présentation. Ils ont fait un travail d'identification d'associations existantes sur le territoire, et notamment certaines qui faisaient du bon boulot dans le champ de l'enfance et de la parentalité. Et nous, ça nous intéressait d'en trouver qu'on pourrait soutenir. Et à l'époque, on a travaillé avec une première association sélectionnée par Break Poverty qui s'appelle Regards. Et quand l'entreprise s'est développée, a ouvert une deuxième et une troisième crèche à Rezé puis à Clisson, on s'est dit, mais en fait, Regards, ça marche pour la crèche de Saint-Herblain, mais ça n'a pas de pertinence. Comment on peut aider le territoire autour de nous à Rezé et à Clisson? Et donc là, on a j'ai rediscuté avec la fondation Break Poverty. J'ai dit, mais vous aviez parlé de Parrain par 1000, ça avait l'air d'être une belle association. Et puis voilà, il se trouve que en fait, j'avais déjà pas mal réfléchi et je passais régulièrement en scooter devant l'agence. Un jour, je me suis dit, je m'arrête pour faire connaissance et vérifier. Donc finalement, vous avez vérifié assez rapidement que ça correspondait aux valeurs et aux enjeux d'Happy Babies. Le mécénat a toujours été une évidence. On a le sentiment, en vous écoutant, Gilles Delarose, que votre projet d'entreprise était lié aussi au mécénat. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas ne pas lier les deux. C'était une évidence à un moment donné que d'aller chercher des associations sur lesquelles vous alliez vous engager. Oui, on pourrait le dire comme ça. Moi, je ne mettais pas le mot mécénat. Je suis au centre des jeunes dirigeants et plutôt que d'employer l'expression RSE, nous, on parle de performance globale. Et dans les 5 axes, il y en a un, c'est le sociétal. Et pour moi, le mécénat, c'est un sous-point évident du sociétal. Donc moi, je ne sais pas imaginer la démarche de performance globale ou de RSE de notre entreprise sans me demander à un moment qu'est-ce que nous allons faire pour embellir le territoire autour de nous, avec qui nous allons collaborer pour essayer de le rendre un peu meilleur, un peu plus beau à vivre. Donc pour moi, c'est sûr que c'est indissociable. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit, vous êtes une jeune entreprise, voilà, avec le chiffre d'affaires qui va avec une jeune entreprise, qui fonctionne bien. Vous êtes une petite entreprise. On a l'impression que quand on parle de mécénat, c'est toujours pour les grands groupes, les grandes boîtes, mécènes du château de Versailles, mécènes du Louvre. Alors que finalement, le mécénat, vous nous dites, finalement, en vous écoutant, on comprend et vous nous dites que c'est accessible à tous. Ah oui, moi j'en suis convaincu. C'est comme pour les histoires de démarche RSE. Je n'adhère pas du tout à ceux qui disent qu'il faut être gros pour avoir une démarche RSE. Nous, on l'a pensé dans l'autre sens. On a conçu l'entreprise en se disant, OK, comment on met du sens dans tout ce qu'on fait? Et on n'est pas les seuls. Il y a plein de magnifiques entreprises à Nantes qui ont fait la même chose dès la création. Donc pour moi, on peut tout à fait envisager dès le départ d'être mécène. C'est juste qu'on dimensionne le montant. Je peux donner des exemples. On n'a pas donné de gros montants au début. On donnait 1 600 € par an à l'association Regards sur la première ou la deuxième année. Au-delà d'un partenariat financier, d'un mécénat financier, Tina, qu'est-ce que ça apporte à l'association Parrain par 1000 que de travailler avec une entreprise, en tout cas d'être en relation avec une entreprise? Déjà, voir qu'on partage des valeurs communes, c'est important. Nous, ce qui nous anime, c'est vraiment la question de l'égalité des chances. Et être acteur d'un même territoire et pouvoir s'épauler, c'est important de dire qu'on n'est pas seul dans cette bataille. On est une association, donc effectivement, il y a le côté militant, mais on n'est pas seul. Et les entreprises aujourd'hui voient bien que ce n'est pas la question de l'injonction à faire un peu de social, mais c'est vraiment d'avoir des valeurs communes et d'aller vers un projet commun. Donc ça, c'est de se dire que là, récemment, on a fait une remise de chèques, et c'est de se dire, parmi les salariés, il y a des personnes qui pourraient vouloir devenir bénévoles. Et donc là, on voit qu'il y a l'intérêt est double. Donc il y a le fameux donner-recevoir. Gilles aussi, les collaborateurs, ils portent. Comment vous les inculturez, vous, à cette démarche, et comment vous les incluez dans cette démarche? Alors déjà, on explique en recrutement un petit peu ce qu'on cherche à faire, et puis notre site web, nous essayons d'être transparents pour que n'importe quel candidat puisse nous situer un petit peu et comprendre ce qui nous anime. Pour être franc, au début, j'avais soumis justement les associations présélectionnées par Break Poverty à l'équipe de la crèche de Saint-Herblain, qui était la seule qui existait à l'époque. Et on avait choisi, c'était un choix collectif, en fait, les associations qu'on avait envie d'aider en priorité. Donc il y a eu ça au départ. Après, comment j'essaye de réemmener tout le monde autour de ça, c'est pour ça que j'ai proposé sur notre dernière journée pédagogique, là au mois d'août, à Parrain par 1000, de venir présenter pendant 1 heure et échanger avec les collaborateurs. Parce que j'avais envie d'aller plus loin que le mécénat financier, de susciter des vocations, parce que deuxième problématique remontée par Tina, aujourd'hui, quand on sort du Covid, on a moins le problème financier, paradoxalement, notamment grâce à l'opération avec la Banque Populaire, etc. En revanche, on a un problème, on n'a plus assez de parrains et de marraines. On a plus d'enfants en demande,
que de parrains ou de marraines qui sont prêts à aider. Gilles, ce serait à refaire ou vous voudriez donner un conseil à des chefs d'entreprise qui veulent s'engager dans cette démarche du mécénat financier, puisqu'on parle bien de cela aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Est-ce que vous avez par exemple rencontré des difficultés au départ sur cette question du mécénat financier, même si au fond de vous, c'était quelque part déjà intégré ? Je sais pas, je crois pas avoir rencontré de difficultés. Il pourrait y en avoir une pour moi, pour un dirigeant de PME qui se lance là-dedans, c'est de se dire quelle est la bonne association que j'ai envie de soutenir. Et après, pour moi, il a deux chemins. Soit il ou elle veut trouver une association où il y a une vraie synergie, il y a un sens commun avec l'objet de l'entreprise. Et là, du coup, il peut se tourner notamment vers des acteurs comme la Fondation territoriale de Loire-Atlantique qui va pouvoir répondre et guider les mécènes potentiels en leur disant vous pourriez aller voir telle association. Soit l'entrepreneur ou l'entrepreneuse n'a pas spécialement envie d'identifier un domaine d'action, un objet associatif, comme vous disiez tout à l'heure, et il fait confiance à un tiers de confiance, justement, et pour moi, la fondation, c'est parfait pour ça, c'est-à-dire l'entreprise, elle donne le montant qu'elle veut, et elle sait que ce sera bien utilisé dans des appels à initiatives que lancera la Fondation territoriale. Quelles sont les contreparties qu'il peut y avoir dans une... Alors, au-delà, bien évidemment, on l'a dit, du moins 60% lié finalement au rabais fiscal, qui incite justement les entreprises à s'engager auprès des associations. C'est des choses dont on parle naturellement, le logo par-ci, un visage par-là. Moi, j'ai jamais demandé quelles allaient être mes contreparties. Ce qui m'intéresse, c'est toujours le projet, encore et avant tout le projet commun. Donc, moi, la contrepartie que j'attends, c'est que Parrain par 1000 tiennent ses engagements et qu'ils arrivent peu à peu à développer leur action sur le territoire. Et s'ils font ça, c'est top. C'est ça la contrepartie. Et vous, quel conseil vous donneriez à un chef d'entreprise qui souhaiterait être mécène ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un mécénat ? Alors là, vous en avez un qui, semble-t-il, et on le voit dans cet échange, se passe bien. Mais qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un mécène ou d'une entreprise ? Comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un partage de valeurs. Ouais. Vous pourriez, par exemple, refuser le mécénat d'une entreprise où vous ne sentez pas cette concordance de valeurs qui viendrait peut-être uniquement pour défiscaliser à hauteur de 60% une partie de son don. Vous vous sentiriez capable de dire non ? Ça dépendra du montant. Honnêtement, je sais pas si vraiment il y a des mécènes qui peuvent venir taper à notre porte comme ça. Là, aujourd'hui, on a quand même, au niveau des fonds publics, suffisamment d'assises pour ne pas être démunis et aux aguets à la moindre sollicitation quand même. Et avoir la capacité de faire un choix. J'ose espérer, Gilles, que dans le monde de l'entreprise, il n'y en a pas beaucoup qui ne viennent que pour défiscaliser. Il y a toujours quand même cette appétence à vouloir servir le territoire, à vouloir servir la cité et le bien commun. Il me semble que c'est le cas. En tout cas, la plupart des chefs d'entreprise que je connais à Nantes et qui sont engagés dans ce type de démarche, pour moi, ils le font pour le sens d'abord. Pour le sens. Pour l'objectif numéro 17, c'est ça ? Oui, le ODD 17, pour les alliances, les alliances territoriales, absolument. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités de ce premier rendez-vous, ce premier podcast autour de la question du mécénat. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez tout simplement vous diriger vers le site internet de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique. C'est fondationterritoriale44, tout attaché, .org. Ça nous permettra et ça vous permettra surtout de prendre contact avec cette fondation qui va vous accompagner, vous permettre de savoir comment organiser vos mécénats, que vous soyez une entreprise, que vous soyez une association, une fondation territoriale qui a pour vocation essentielle de réduire les inégalités sur le territoire de Loire-Atlantique. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. D'ici là, abonnez-vous à ce podcast sur vos plateformes préférées. Nous, en tout cas, on est là pour vous aider, vous accompagner à mieux comprendre ce qu'est le mécénat dans notre société et dans notre territoire. C'était Simple comme mécène, le podcast de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique. Vous souhaitez vous y abonner ou le partager, vous pouvez le retrouver sur l'ensemble des plateformes dédiées ou sur notre site internet fondationterritoriale44.org. Et si vous souhaitez aller encore plus loin en vous engageant pour votre territoire afin de lutter contre les discriminations sociales et environnementales, n'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre, c'est Simple comme mécène.